Je m'appelle Guillaume, je suis développeur chez Kubernetes et non pas chez Xi. Mais avant ça, j'étais effectivement développeur chez Xi, où on faisait beaucoup de PHP. En fait, on a prototypé avec Symfony. Et finalement, on a été confronté à des problématiques de scalabilité qu'on avait besoin de résoudre. Sauf que toute l'équipe avait un background plutôt PHP, plutôt web, même s'il y avait quand même une partie de l'équipe qui s'occupait de la programmation des boîtiers, des grilles. Peut-être que je vais expliquer ce que c'est Xi avant. Ce serait mieux. Xi, en fait, c'est une plateforme qui s'occupe de faire des voitures connectées. C'est majoritairement deux composants. C'est une API REST. C'est tout ce qu'est une API REST. Et c'est un boîtier qu'on met dans les voitures qui communique avec l'API REST. Donc on a une équipe qui s'occupe de l'embarquer et une équipe qui s'occupe du web. Et donc, la problématique, c'était de faire scaler cette API. Et c'est là qu'on s'est arrêté sur Go, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, Go, un langage déficient. Effectivement, si vous tapez Go sur Google, déjà vous allez tomber sur le jeu de Go. Hein, clairement, vous n'allez pas tomber sur le langage de programmation. Donc, il faut Golang. Et vous allez majoritairement tomber, la plupart du temps sur les Stack Overflow, etc., sur des conversations où on dit que voilà, Go c'est de la merde, Go le typage est pourri, Go ci, Go ça, et que c'est un langage pas terrible. J'aurais un avis plus nuancé et je poserai la question, est-ce que Go est vraiment un langage efficient? Alors, d'abord, petit tour d'horizon du langage. Gentiment, on va voir ce que c'est. Ta petite fiche d'identité, donc je l'ai dit, on l'appelle, son surnom c'est Golang. Voilà. Si vous voulez googler, Golang. C'est un langage compilé, même s'il a un petit runtime, puisqu'il y a un Gabarage Collector. Là, on a un petit runtime, mais ça reste un langage compilé. Au niveau des paradigmes, c'est un paradigme impératif et fortement typé. Au moins, on espère qu'il est fortement typé. Et il est structurel, c'est-à-dire qu'on se base plutôt sur, on se base pas vraiment sur les noms de classe, etc., mais plutôt sur les attributs de la classe, etc. C'est un paradigme que je ne connaissais pas avant. Moi, je connaissais que le langage orienté-objet, en fait, tout dire. C'est tout. Au départ, il a été fait pour faire de la programmation système. Et on s'est vite rendu compte qu'il avait des super qualités pour faire du web. C'est pas un hasard non plus, puisque c'est Google qui l'a développé. Google fait quand même majoritairement du web, mais aussi du système, puisqu'ils ont des serveurs à administrer et toute une infrastructure. Au niveau de la philosophie, c'est un langage qui est une forte, c'est-à-dire que c'est pas comme C++ où vous pourrez faire ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez, où vous aurez un code qui sera complètement différent de celui du voisin. Ici, Go vous donne un paradigme, vous donne des guidelines et vous offre un tooling pour que vous fassiez comme il a envie. Enfin, une autre philosophie, et c'est quelque chose de très très bien, c'est share memory by communicating. C'est exactement l'inverse en fait que j'ai dit. C'est communicate, non, c'est don't communicate by sharing en fait. C'est l'idée qu'on va communiquer par des channels en fait, et qu'on ne va pas communiquer par des variables globales, etc., qui sont accessibles via différents threads. L'idée, c'est vraiment d'échanger des messages via les coroutines. Donc là, c'est une toute petite historique. Le projet il a été commencé en 2007. Un projet par Google, pour Google. Même s'il a été open source, c'est vraiment pour résoudre au départ les problématiques qu'avait Google. Il manque, en 2009, c'est la première release. C'est la première fois qu'on pouvait vraiment utiliser le langage. En mars 2012, c'était la version 1.0 de Go. C'est important une version 1.0 parce que c'est là où on est un peu feature freeze, au moins pour un petit moment. Et une deuxième étape qui est importante, c'est en février 2016, donc la release 1.6 de Go. C'est pas une 2.0, c'est une 1.6, mais pourtant elle a apporté tout un tas de choses comme le rendering, mais aussi elle a été réécrite. En fait, cette implémentation, c'est la seule qui est écrite en Go, c'est du Go qui compile du Go. Avant, c'était. Au niveau des créateurs, Google a fait appel à Rob Pike. Je ne sais pas si vous connaissez Rob Pike. Moi, je ne le connaissais pas avant, d'ailleurs. Je ne connais pas les développeurs Rockstar, en fait, en général. Je ne m'intéresse pas trop. Je préfère lire les biographies de Jimi Hendrix que les biographies de
je sais pas qui d'ailleurs. J'ai un nom en tête, j'ai un nom en tête, j'ai plus comment il s'appelle. Je sais plus. Bref, je ne connaissais pas Rob Pike, mais il a largement contribué à Unix. Donc Unix, on sait tous, c'est du C, évidemment. Il a aussi contribué à l'éditeur ED, avec ce gars-là, Ken Thompson. Alors, lui, même si on ne connaît pas trop les développeurs au départ, je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'imagine, non? Ken Thompson, il a fait le langage de programmation B. Il travaille aussi chez Bell avec Rob Pike. Et c'est quand même quelqu'un qui pèse. Il pèse dans le game. Il a démissionné de chez Bell en 2000 et Go a été fait en 2007, donc on peut quand même dire que Go a été fait par un retraité. C'est pas tous les langages qui peuvent dire ça. Mais Robert Griesmer, lui, il est probablement moins connu. Il a travaillé sur le V8 Engine. Donc, le V8 Engine, c'est le moteur qui fait tourner Node.js. C'est majoritairement du C++. Et il a travaillé aussi sur le Google Distributed File System. Quand on voit la bio des gars, on se doute bien que le truc, ça va pas ressembler à Erlang. On a quand même une petite idée de à quoi ça va ressembler quand même. C'est que ce sera plutôt semblable à C. Alors pourquoi Google en fait a investi des millions de dollars dans un nouveau langage de programmation alors qu'il y en a plein? En fait, Google, ils font beaucoup de C++ pour des problématiques de performance. Si Google a une baisse de performance sur leurs algorithmes, ça peut leur coûter vraiment très cher puisqu'ils ont un nombre de serveurs vraiment pas possible. Donc, ils ont fait un langage qui était plus simple que C++. Alors, pourquoi faire un langage plus simple que C++? Bah, déjà parce que C++, c'est quand même très compliqué. Pour bien maîtriser C++, ça prend des années parce que c'est un langage. Même si ça compile au runtime, vous avez quand même souvent de fortes chances, si vous faites de la concurrence, que vous tombez sur une segfault, sans stack trace, sans rien, sans aucune information. Et là, vous pouvez y aller pour trouver votre problème. Donc, ils voulaient faire un langage qui soit plus simple que C++ pour, évidemment, mieux scaler leurs équipes. Ils ont aussi fait un langage qui voulait plus sûr que C, parce que, bon, le typage en C, le pointer envoyé d'étoiles, enfin voilà, je sais pas si vous avez fait du C, moi j'en ai fait très peu, surtout à l'école, mais c'est pas super safe. Enfin, comme le web, on en fait énormément, et que finalement, une grande majorité des développeurs finalement sont aujourd'hui des développeurs web au sens large du terme. Hein. Quand vous faites une REST API, vous êtes un développeur web, même si vous ne faites pas du JavaScript, vous ne faites pas des formulaires, des machins et tout, vous êtes quand même un développeur web parce que vous travaillez avec des technologies web, c'est interfacé sur du web. Donc, ils voulaient un langage qui soit accessible à ces développeurs-là. Ces développeurs-là, souvent, bah, ils font du PHP ou n'importe quel autre langage interprété, du PHP, du Ruby, ou alors ils font du Java. C'est vrai que Java est très bon aussi pour faire du web. Mais c'est quand même plutôt ce genre de gars-là, plutôt que des gars qui font du C++ ou du Haskell ou ce genre de trucs. Le web, c'est quand même un langage interprété, quoi. Et il est accessible aussi aux ops. Ils ont fait aussi un langage qui se voulait être efficace pour la concurrence, puisque maintenant les processeurs, enfin, vous savez tous qu'il y a plein de cœurs, qu'on a besoin de faire de la programmation concurrente pour être efficace, et patati, et patata. Donc il faut que ce soit efficace et fun. Alors fun, on viendra sur le côté, est-ce que c'est fun ou pas? Voilà. Ça, on va voir. Quelques chiffres, il y en a plein, des chiffres qui circulent, mais ceux-là, je les aime bien. D'une part, ça réduit son coût de serveur de 90% en migrant de Ruby à Go. Ouais, parce que Go, c'est quand même un langage compilé, donc même si c'est pas le plus performant des langages compilés, il est quand même vachement performant. Puis en plus, quand on fait un refactoring en général, quand on réécrit, on est en général en plus performant. Donc ils ont réécrit ça, ils ont réduit 90% leur charge au serveur, et ensuite, ils ont coulé. Donc c'est la vie, hein. Wow. J'aime bien quand même. Ils ont quand même fait un gros challenge technique pour au final faire. Chez C++, chez Google, ils travaillent d'une manière assez particulière. Ils n'utilisent pas Git
ou le CSV, ils utilisent Perforce. Pourquoi ils utilisent Perforce? Parce que c'est, en fait, ils ont un repo par langage. Si chez Google, alors, je ne sais pas le détail, mais j'imagine que ça marche comme ça, si chez Google, vous travaillez sur Google Drive et que c'est en C++, bah, vous travaillerez avec les gars qui font peut-être Gmail, parce qu'ils ont C++ aussi. Même si j'ai de bons indices qu'il y a pas mal de choses dans Gmail qui sont en Go. Mais, et ce repo, et bah, il met 10 heures à compiler. Quand ils veulent le compiler totalement, ils mettaient 10 heures. Donc pour eux, c'était quand même intéressant d'avoir un langage qui compile un petit peu vite. Le repo Go, il n'y a peut-être pas autant de code en Go qu'en C++ non plus, parce qu'ils n'en font pas depuis autant de temps, mais lui, il compile en quelques minutes. C'est de l'ordre du quart d'heure, des 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'était un vrai challenge pour eux d'avoir quelque chose qui compile vite, puis qui travaille finalement avec des centaines de, pas de bêtises, c'est des dizaines de gigas pour chaque repo. Facile. Ça le compile. Ça, je ne sais pas si vous voyez les chiffres par contre. Ok, bah vous allez devoir me faire confiance. Tout n'est pas intéressant, mais j'ai voulu comparer Go en quelques chiffres à Clojure et Elixir. Alors, donc Clojure ça a été fait en 2007, Elixir en 2012 et Go en 2009. Ils ne sont pas non plus complètement égaux par rapport à tout ça, mais Go c'est quand même un langage qui a énormément de stars sur GitHub. Alors ça ne veut pas dire que c'est le langage trop dingue, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent. Et ça, c'est cool. Parce que si ça c'est cool, je pense que Xavier aurait une remarque par rapport à tout ça. Mais ça c'est très cool, qu'un langage ait beaucoup de ça parce que quand il devient mainstream, il y a une communauté et même si c'est des petites contributions qui des fois sont pas de qualité, mais elles sont là, et elles peuvent aider à faire des choses des fois que vous n'avez pas envie de faire. Par exemple, peut-être qu'il y a un parseur pour une API un peu exotique, pour une API web un peu exotique, donc vous n'aurez pas à le faire, vous utiliserez leur librairie toute pourrie, mais elle sera normale. Il y a plein de contributeurs, il y en a 600, alors des fois c'est juste sur la doc, hein, faut pas se leurrer. Mais, et surtout, pour moi, le truc intéressant, c'est de voir que les projets les plus populaires en Clojure et en Elixir sont d'ordre technique. C'est-à-dire qu'en Clojure, vous avez Lighttable, c'est un éditeur, j'en avais déjà entendu parler avant ce talk, mais c'est un éditeur. Clojure Script et OM, c'est des projets techniques. Et pour Elixir, Phoenix, c'est un framework web. Ecto, c'est un ORM. Et Dynamo, c'est un autre framework web, il me semble. C'est des projets techniques. Les projets les plus populaires en Go ne sont pas des librairies, c'est des produits. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans son langage, c'est que le projet le plus populaire, c'est Docker, Kubernetes et Glob. Glob, c'est quoi déjà je sais plus. Mais c'est un produit. Voilà, Glob, c'est un produit. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un langage qui est utilisé pour faire des trucs. De ça. Je dis pas, non, franchement, Elixir, moi j'adore Elixir, je trouve super cool et Phoenix aussi, j'adore. Je te jure, j'ai jamais utilisé, mais la JVM, on connaît ses qualités aussi. Mais c'est pas à ce qu'elle, quoi. Donc, voilà quelques exemples de projets qui sont faits en Go. Alors, on a quelques-uns, je ne vais pas tous les détailler, mais vous connaissez tous. Vous connaissez tous Kubernetes, InfluxDB, vous connaissez peut-être pas. En fait, la JVM a montré qu'on pouvait faire des bases de données avec des langages qui avaient un Garbage Collector parce que, donc que ce soit Cassandra ou que ce soit Rakuten ou d'une manière générale la stack Hadoop, et on s'est rendu compte qu'on savait faire des bases de données qui scaler en fait avec des langages qui avaient des Garbage Collector. Donc il y a des gars qui se sont dit bon, on va faire en Go aussi, et on va faire une InfluxDB, et c'est une base de données qui marche très bien pour faire du logging. Pour faire d'autres choses, allez voir ailleurs peut-être. Donc ensuite on a Drone, c'est un projet de CI. Dropbox qui utilise pas mal Go, même s'il pense quand même à faire du Rust. Grafana, alors ça vous l'avez probablement utilisé, non? Ou si vous avez des ops dans votre boîte, ils utilisent très probablement Grafana. Consult, c'est presque sûr que vous l'utilisez. Consult, c'est un service discovery. Ah, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas les services discovery, il y a d'autres patterns. Mais Consult, c'est hyper utilisé, c'est fait en Go. Semgrid, c'est un des leaders d'envoi de mail. Ils n'ont pas forcément communiqué sur le fait qu'ils font du Go. Enfin, ils ont peut-être un ou deux articles,
mais surtout, on voit sur leur répo GitHub qu'ils ont des librairies. Ils ont repris Gmime par exemple, ou ils ont bindé Gmime. Gmime, c'est une librairie super complexe en fait qui permet de former des emails pour les envoyer sur les serveurs SMTP, etc. Bon, il y a Xi, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était, on ne revient pas dessus. Ethereum, c'est une boîte. Bah, Ethereum, vous connaissez sûrement, non, c'est une cryptocurrency. Bon, pour le coup, je ne sais pas si choisir Hugo pour des gars qui sont vachement. Qui viennent du monde mathématique et qui sont très à l'aise avec le fonctionnel. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix d'utiliser Hugo pour le coup. Et Mindjet, alors Mindjet, c'est la boîte chez qui je suis en mission depuis 9 mois. Pareil, c'est les concurrents de Seng, ils sont un peu plus petits. Et ils ont décidé de migrer toute leur infrastructure de Free Pascal vers GitHub. Forcément. Là, forcément, il y a un bénéfice. Peut-être. Mais pour vous donner une idée, donc sur les petits serveurs Google, les plus petits serveurs Google qu'on puisse trouver, on peut envoyer 500 000 emails en un quart d'heure. J'ai juste en gros deux petits frontends, et derrière il y a 5 gros clusters Cassandra, et les deux petits frontends peuvent faire tomber Cassandra. Pour les gens, j'ai entendu dire des fois que Go c'était pas performant. C'est faux, ça je vous dis c'est faux. Peut-être que c'est pas le plus performant pour tout un tas de choses, mais Go est performant pour faire tout un tas de choses aussi. Voilà, ça c'est juste un petit exemple, il y en a des centaines. Et voilà. Pourtant, la première chose qui vient à l'esprit quand on fait du Go, c'est que c'est un langage tout petit, parce que c'est ce qu'on voit sur Internet. Donc, je vais quand même détailler les faiblesses du langage. Une première faiblesse du langage, c'est les types génériques. Donc, là, par exemple, c'est un exemple d'utilisation des types génériques. Si. Ah. Non, on m'avait dit de m'adapter à mon auditoire. Non. Voilà, donc, un des problèmes en Go, c'est le polymorphisme paramétrique. Complètement différent. En gros, pour faire du polymorphisme paramétrique, c'est donc, on va prendre ce qu'on appelle un container, donc ici c'est un container single, qui va prendre un type indéfini, et qui va stocker sa valeur, donc on n'en connaît pas le type. Et tout type, tout type encapsulé dans ce conteneur va pouvoir exposer la méthode value qui retournera cette valeur-là avec le type bien sûr. Donc, ici l'exemple, d'initialisation, un single de type int, on spécifie le type 2, et là on imprime la valeur. Donc ça c'est super pratique, parce que c'est avec ça qu'on implémente par exemple le MapReduce. C'est avec ça qu'on peut faire des conteneurs par exemple qui implémentent le maybe, vous savez, comme en Rust ou d'autres langages, je pense que en Elixir aussi c'est à peu près pareil. Le seul problème avec ça en Go, ça n'existe pas. On n'a pas. C'est vrai qu'il y a moyen, c'est un peu le second, c'est un caractère de l'alphabet québécois, et en fait, professeur, je sais pas. D'accord. Donc ça n'existe pas. Bah, du coup, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a ce genre de choses, quand on a un développeur qui fait une appli, en vrai, le discours officiel de Rob Pike et de l'équipe, c'est de dire que vous n'en avez pas besoin. Et quand on a un développeur d'application, c'est vrai que souvent on n'en a pas besoin. Simplement, ça nous coupe quand même de pas mal d'outils. Comme j'ai dit, les maps et reduce, on n'en a pas du coup en Go. Et ça, en vrai, c'est chiant. Et donc, il y a toute une partie de la communauté qui supplie Rob Pike d'implémenter les génériques. Et il y a toute une autre partie de la communauté qui se rallie derrière et qui dit bah non, les génériques, on n'en a pas besoin. Ça pourrait porter préjudice à la lisibilité du code et à au fait d'accéder facilement au langage, parce que c'est un langage qui est accessible. En plus, ça réduirait, à implémenter, ça augmenterait pas mal le temps de compilation. J'allais dire un truc à ce sujet-là. Je sais plus. Moi, je fais plutôt partie des gens quand même qui aimeraient bien avoir des types génériques, j'avoue. Mais voilà. Alors, ensuite, pareil, la covariance sur les tableaux. Je vais faire une petite démo de comment ça marche. Ouais, j'ai essayé de mettre des termes un peu techniques. Moi, je ne m'intéresse pas à la théorie des langages, donc j'ai essayé de mettre des trucs comme ça. M'en voulez pas si je fais des erreurs. D'ailleurs, je vous spoil un peu, mais on ne va pas parler de covariance, mais peut-être plutôt de contravariance. Mais ça. Alors, tac. C'est ça, voilà.
Donc, ici, vous voyez bien ou pas? C'est ça, ouais, c'est cool. Ok, donc là on a une structure, vous avez vu, j'ai plein d'exemples, on va tout montrer. Non, c'est faux. On a un type Jedi, avec une couleur de sabre laser. Et on a une méthode print, j'aurais dû l'appeler print en fait, et pas du tout print Jedi, parce qu'elle attend pas du tout des Jedi. Elle attend un print de quoi que ce soit, puisqu'elle attend un tableau d'interface. L'interface, en gros, c'est comme le type object en C++, ça peut être n'importe quoi. Donc, si ça peut être n'importe quoi, si je fais un tableau ici de type Jedi, et que ma fonction print, elle attend un tableau de type n'importe quoi, ça me semble logique que ça marche. Bah, pas du tout. Non, ça marche pas, on peut le runner, mais voilà, bah, il me le dit de toute façon, pas besoin de le runner, le linter, il dit cannot use item type Jedi as type interface. Hein, si on voulait que ça marche, il faudrait qu'on fasse un truc du style une interface complètement et pas un tableau d'interface, qu'on caste le truc en Jedi machin égal items. Donc un casting, en gros, ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà, il faudrait qu'on fasse ça et ça. Ça devrait marcher. Ben non, parce que là, on ne sait pas quel type c'est. Mais grosso modo, c'est le problème. On va pas passer 3 heures là-dessus. Il n'y a pas de. Si, un. On parle bien de contravariance ici. C'est pour les projets. C'est un plan de covariance. D'accord. Donc, contravariance ou covariance sur les tableaux, il n'y en a pas. Dépêchez un peu quand même. Le GoPass. Donc, le GoPass, c'est un truc super chiant. Grosso modo, tout votre code source, il doit être réuni dans un seul endroit en Go. C'est un dossier dans lequel vous allez avoir toutes vos dépendances, mais les binaires compilés. Enfin, il y a des gens qui aiment bien et des gens qui n'aiment pas. Pour ma part, je déteste. Si vous avez un programme, par exemple, qui va mixer du Go avec éventuellement du JavaScript, peut-être, vous serez obligé de mettre le tout dans un GoPass, c'est pas terrible. Le pointer receiver, ça c'est cool. Ça c'est cool aussi. Donc on a encore une structure de type GUI, décidément j'adore Star Wars. Et dedans, c'est une structure ici, ça c'est la syntaxe. Quand on a une structure, on spécifie que les méthodes avec cette syntaxe-là, donc cette fonction qui est rattachée au type Jedi, logique dans un autre langage comme C++, on appellerait ça ZIS, mais en gros c'est pas la convention. Donc, il a une méthode attachée qui s'appelle setPadawan, dans laquelle on va changer le nom, on va accepter l'attribut Padawan de la structure, de l'instance, et on va la changer. Donc ici, si on regarde dans le code, on a un Jedi qui s'appelle Obi-Wan, initialisé avec aucun Padawan. Et ensuite, on va lui céder le Padawan Anakin. Et ensuite, on va printer ça. Et le problème, c'est que est-ce que je vous le run ou pas? Go run. Alors, où est-ce qu'il du truc. Il peut la grossir la politique. C'est génial ça. Ça marche partout. Dans Office, ça fonctionne. Channel, diffère, générique, return, mux, marshalling, receiver, worker, covariance. Je sais plus dans quel dossier je l'ai mis et comme je voudrais avancer, je sais pas si je vous le run. Receiver, ouais. Bien joué. Receiver. Voilà. Donc si on run ça, ça marche pas. Parce que il est là. Ok, je vais le mettre là plutôt. Donc, exemple, on a receiver, il est bien joué, bien joué. Je suis développeur Go, hein, donc je ne sais pas bien lire. Voilà. Parce que c'est concis, donc j'ai pas l'habitude de lire des trucs. Voilà, le problème avec ça, c'est que ici, on passe pas une référence, on passe bien un objet. Et donc, on va modifier l'attribut de l'objet. Sauf que il est retourné nulle part cet objet en fait. Ce qu'il faudrait, c'est muter une référence. Et là, sauf qu'à la compilation, c'est évident pour nous, pour n'importe quelle personne qui a fait du Go, pour n'importe quel être humain, c'est évident que si on mute à l'intérieur, si on mute l'état de la structure, qu'il faut que ce soit un pointeur. Mais le compilateur n'est pas capable de dire non, tu fais n'importe quoi là.
Rust, par exemple, le dirait. Pas Go. C'est quand même un problème. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on a un cas d'usage où on passe pas justement la référence? Moi je passe pas forcément la référence quand je veux faire que des retours en fait. Mais au niveau des fonctions qui sont liées à une structure, des méthodes, enfin, des membres de. Un cas où il n'y aurait pas une référence. Ouais, est-ce que ça a du sens? A priori, je dirais non. Là, comme ça, j'en vois pas. Ok. Ça a du sens, vous pouvez passer par l'état et puis rester en fait. C'est pareil, du coup, vous avez la chose. Ouais, mais à part de l'optimisation, ouais, c'est pas. Ok. Mais même dans ce cas-là, c'est pas sûr. Des membres sur les structures. Hein. Mais après, depuis, je le fais que depuis très récemment, en fait, de ne pas utiliser de pointeur justement sur les fonctions composées. Je fais que depuis quelques semaines, en fait, parce qu'avant, j'utilisais toujours des pointeurs. Ok. Et ça peut être une forme de sécurité un petit peu, de se dire de ne pas passer un pointeur, mais en fait, au final, avec Go, non, pas du tout. Là, je me demande surtout à quoi ça sert d'autoriser le fait de pouvoir passer une. Autre chose. Ouais. Ah non, je suis assez d'accord avec toi, ça pourrait très bien se passer si. Je pense pas que ça aura un impact négatif sur les performances. Non, ça va pas. C'est conseillé de passer un pointeur. Ouais, en plus. Ouais. Ah, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des cas de figure où on peut ne pas passer de pointeur sur les membres? Hein. Oui, bah, on pourrait prendre ce pattern, c'est un pattern qui marchait à un moment donné dans l'AutoView, où on retournait la référence et on pouvait chaîner les fonctions. Je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que c'est plus simple de ne pas faire ça. On va avancer quand même. L'interopérabilité avec C. Alors, pour un langage qui se veut système, normalement, un langage qui se veut système, il veut une excellente interopérabilité avec C quand même. Parce que ça peut être la base. La plupart des librairies système, elles sont faites en C. Le problème avec Go, c'est que l'interopérabilité avec C, elle est faite via des commentaires en fait. Donc déjà d'un point de vue sémantique, après j'en ai pas trop fait, hein. Des interop. Je préfère le faire en Rust pour le coup. Et en plus, bah, ça coûte au minimum 20 nanosecondes un appel, sans que ça fasse rien, juste pour appeler la lib, ça coûte au minimum 20 nanosecondes. Donc pareil, vous ne pouvez pas faire plein de petits appels à une librairie C. Si vous voulez le faire, il faut que ça vaille vraiment comme dans plein d'autres langages. Et c'est super dommage parce que les gars, ils voulaient quand même un langage qui remplace C. Là, c'est raté. Donc ouais, je dis, oui, ça peut être de la cross-compilation, on va le voir tout à l'heure. Un des avantages de Go, c'est la cross-compilation, c'est absolument génial. Mais du coup, ça casse la cross-compilation. Mais heureusement, je vous rassure, l'écosystème Go, il est suffisamment vaste pour qu'on fasse quasiment jamais d'interopérabilité avec ça. En fait. Il y a des libs natifs en Go pour tous les drivers de base de données, tous les drives, enfin tous les frameworks web sont tous en Go. Il n'y a pas trop de binding dans ça en fait. Ça arrive, mais c'est très rare. Et enfin, il n'y a pas de contrôle de la mémoire. Donc pareil, pour un langage qui voudrait remplacer C, ça veut dire qu'on ne fait pas de temps réel. Ça veut dire que si. Enfin, je fais partie des gens qui pensent quand même que dans la majorité des cas, un gabarit collector fera pas trop mal de travail, des fois même mieux qu'un mauvais développeur, même souvent d'ailleurs. Mais quand on a besoin d'un truc vraiment performant, il y a des gars qui savent optimiser les trucs. Ou au moins on passe du temps dessus et au final on y arrive. Mais ça en Go, c'est pas possible. Si on veut le faire, il faut qu'on fasse de l'assembleur spécifique à Go. Go peut embarquer du code assembleur qui est spécifique. C'est de l'assembleur Go. En fait, ça ressemble vraiment à de l'assembleur, mais c'est de l'assembleur Go. Et il faut écrire à chaque fois, il faut écrire. C'est pas portable, c'est pas non plus un assembleur portable, donc il faut l'écrire pour chaque architecture. Pas chaque OS, mais chaque architecture. Donc c'est comme ça qu'on fait de l'optimisation. Pour être honnête, je l'ai vu que dans les types atomiques. Je l'ai jamais vu ailleurs, jamais avant. Le vendoring, en fait, on l'a dit, Go c'est un langage fait par Google pour Google, et donc ils ont leur workflow qui est un gros repo perforce avec toutes les dépendances, et on s'en fout, tout est au même endroit. Pour les gars qui sont un peu plus sur du web, ils vont prendre une librairie qui vient de GitHub machin, une autre librairie à eux peut-être, et le problème c'est que quand vous faites ça, c'est que si c'est stocké nulle part, en fait, vous n'avez pas un build reproductible, c'est-à-dire que vous devez faire confiance au gars qui a fait la lib, vous devez lui faire confiance que d'une part, il ne fera pas de changement rétrocompatible parce que vous tapez toujours la branche master du repo. C'est-à-dire qu'il s'il y a un problème de rétrocompatibilité, s'il break la rétrocompatibilité, ce qu'il n'est pas censé faire, donc il fait ce qu'il veut, c'est son repo, et bah, votre build il passe plus. Quoi. Et c'est tant pis pour vous.
Alors une des solutions, c'est de versionner l'ensemble du GoPass et d'avoir un GoPass par projet. Franchement, c'était trop nul. Heureusement, il y a la communauté qui arrive à la rescousse et Google a dit bon, on va implémenter un truc qui s'appelle le vendoring, c'est grosso modo, au lieu d'aller les chercher directement dans le GoPass, on va aller chercher les dépendances dans un dossier qui s'appelle Vendor, qui donc, peut être spécifique au projet, et derrière, il y a un projet qui s'appelle Glide, qui est selon moi le plus abouti, c'est comme NPM. Donc il gère le semantic versioning, on peut gérer les alias de namespace parce que quand on les imports en Go, ils sont relatifs aussi à la structure des dossiers. Et donc, du coup, si vous faites un fork, si vous vous appelez pas Superman, par exemple, si vous appelez Superman, vous faites ce que vous voulez, hein, mais que vous vous appelez Catwoman, et bah, si vous faites un fork, et bah, votre fork, vous ne pourrez pas faire de modèle dessus parce qu'il va aller le chercher sur github.com/catwoman/madib. Et donc, du coup, ça veut dire que vous devez changer tous les namespaces en fait, de votre programme, c'est vraiment pourri. Mais du coup, il n'y a plus de problème, puisque maintenant, on peut faire des alias de namespace avec Glide, et ça marche très bien. Et il gère aussi les réseaux privés. Donc, si vous êtes une entreprise, que vous faites du Go, ça c'est pareil, c'est super pratique, et grosso modo, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec NPM, ou avec Composer, ou avec, comment ça s'appelle, X, Mix, voilà. Vous pouvez. Ça, c'est fini, c'est du passé. Ouais. L'inférence de type, en gros, aussi, c'est pas terrible. Enfin, ça dépend. On peut penser ce qu'on veut. Il y en a qui trouvent que c'est pas terrible parce que c'est une inférence de type locale, déjà. C'est-à-dire que c'est pas comme en OCaml ou en F-Sharp où il sera capable de déduire, d'inférer le type des paramètres de vos fonctions en fonction de l'utilisation de la fonction. Là, vous devez le spécifier. Par contre, à l'intérieur d'une fonction, là, vous avez l'inférence de type. Sans problème, puisque T1, on appelle, en fait, on crée une structure type 1, et lui, il est capable de dire que c'est une structure type 1, sans qu'on lui dise, bah, ça, c'est une var type 1. Ça, pour ces types-là, donc si on a le type 2 qui est un alias de type string, bah là, on crée une string, et on crée une instance de T2, donc c'est une string, pourtant, type 2, c'est un alias de string, et pourtant, si on run le println, donc le println qui attend le type 2 qui est un alias de string, et là on a bien une string, bah ça marche pas. Parce qu'il n'est pas capable d'inférer qu'en fait c'est pas une string mais un type 2. C'est dommage. Il y en a qui savent le faire. Mais après, moi je trouve pas ça bloquant. Voilà. Si on veut que ça marche, il faut que le spécifique c'est type 2. Ok. Là on a vu les trucs les plus pourris. Vraiment on a vu les trucs pourris. Ouais, j'ai essayé de faire vite pour les trucs cool, ça me fait un moment pas. Pourquoi finalement les gens ils utilisent ce langage s'il y a autant de trucs pourris? C'est vrai quoi. Du coup, on va essayer de voir. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, Go c'est un langage qui a été fait pour faire de la concurrence, exploiter au maximum les CPU. Et la concurrence en Go, je dirais pas que c'est bidon, mais quand même un peu. Si on a une fonction qui s'appelle say, donc qui prend le string en paramètre, on va passer directement ça à la main. Donc, pour lancer en fait une go-routine, qu'est-ce que c'est? C'est un process léger. C'est Go qui va gérer ça pour vous. Il va en fait, quand vous lancez une go-routine, il va lancer un process, c'est un process Go, enfin c'est pas non plus comme un process OTP, ça peut ressembler, et il va avoir son pool de go-routine, il va lui-même se débrouiller pour le répartir sur les différents threads du processeur. C'est son problème. Vous n'avez rien à faire. Et ça c'est cool. Parce qu'en plus ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, c'est pas aussi cheap qu'un process OTP, mais c'est quand même plutôt cheap. Et donc là, ici, on va avoir une routine qui dit world toutes les 100 millisecondes, et là, on va avoir en mode synchrone une routine qui dit hello toutes les 100 millisecondes aussi. Et là, donc si on run ça, voilà. Enfin, c'est un exemple classique, sauf que ici, l'avantage c'est que c'est super simple.
Et si vous êtes un développeur web qui n'avait pas forcément l'habitude de jouer avec des threads et des machins, bah c'est super cool parce que c'est accessible. Un autre truc trop cool, c'est on l'a dit, on communique en partageant la mémoire. Ici, on a une notion de channel. Le channel, c'est quoi? C'est une petite mécanique en fait. C'est un petit bouton, un channel avec un slot de 2. En général, on n'a même pas à spécifier le nombre de slots qu'on veut dans le channel la plupart du temps. Donc, on crée un channel de type string. On pourra mettre que des strings dans ce channel si on veut que ça continue. On ne met pas n'importe quoi. Donc, on va lui mettre 1, 2. Et ensuite, on va le fermer. Comme ça, on ne pourra plus écrire dedans. Et enfin, on a juste ensuite à itérer sur ce channel pour récupérer les éléments et les imprimer. Donc là, on va imprimer one, two. Je ne vais pas montrer tout. Ça en soi, dans un contexte où on n'est pas dans de la concurrence, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est intéressant d'avoir un channel comme ça spécialement si on est en mode synchrone. Par contre, si on couple ça avec une go routine, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce qu'on a un moyen de partager la mémoire entre les deux, enfin d'échanger des messages, et pas partager la mémoire justement, entre les go routines. Donc ici, on a un worker qui va imprimer. Ouais, non, c'est pas ça que j'avais fait, je l'avais changé un peu parce que c'était bon, c'est moi qui l'ai fait. Je voulais. Vous savez vraiment bien lire. Alors, ouais, j'ai changé. Donc ici, on s'échange des chaînes. Donc le worker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, je travaille, j'attends une seconde, et ensuite, je te renvoie un message. C'est success. Dans le mail, on crée notre channel. Ensuite, donc un channel qui a de la place pour un message. Ensuite, on lance notre routine, il fait son travail, et ensuite, avec cette petite syntaxe là, qui est toute sympa, qui n'est pas du tout verbeuse, on va imprimer le message. Worker de run, voilà, il travaille, il a réussi et il a imprimé le retour. Voilà. Ça ne paraît pas compliqué. Et ça, c'est cool. Ça, c'est ce qui fait que les gens, en fait, quand ils doivent faire de la programmation concurrente, ils ne se disent pas je vais faire de la programmation concurrente, je vais avoir des race conditions, ça va péter au runtime. Non, là, a priori, si vous ne partagez pas la mémoire, si vous arrivez à vous donner pour partager la mémoire et travailler avec le channel, normalement ça marche. Et c'est pas compliqué, et pour le coup, c'est vraiment assez fun. Un autre truc qui est cool dans le langage, c'est les valeurs de retour multiples. Donc en gros, vous n'êtes pas obligé de retourner un seul type, ou une structure, ou un objet. Vous pouvez renvoyer autant de types que vous voulez. Donc là, on a une fonction qui s'appelle val, qui retourne 2 entiers, 3 et 7. Et ensuite, on imprime ces 2 valeurs, et c'est là en fait où le langage, moi je le trouve intéressant. Il y en a qui n'aiment pas. Franchement, quand vous mettez ça dans les mains d'un dev C++, dans la première réaction, qu'il y a quelqu'un qui fait C++, que je connais qui fait C++, qui beaucoup aussi, sa première réaction c'est mais je fais ce que je veux. Et en fait, là, Go va vous dire ouais, mais si on assigne par exemple une variable D là, à la place du petit, qui s'appelle un petit tiret, et bah ça va pas compiler. Parce qu'il va dire, Go va dire, et tu as assigné une variable là, une variable D, et tu t'en sers pas. Donc moi je vais pas compiler. Tu t'en sers pas, c'est useless. Donc on est obligé de mettre ces petits underscores. Dès que vous voyez un petit underscore là, c'est qu'on a un retour, mais on ne veut pas s'en servir. Normalement, il vaudrait mieux pas le faire. C'est conseillé en général de ne pas le faire. Alors, les valeurs de retour multiples, pourquoi c'est utile? C'est parce que c'est comme ça qu'on va gérer les erreurs. J'avais prévu un live coding, mais j'aurais pas le temps de le faire. Peut-être, enfin, je crois pas. Mais en général, c'est comme ça qu'on gère les erreurs. On retourne en premier lieu la valeur qui nous intéresse, et en second lieu l'erreur. Et ensuite, on traite l'erreur. Et ça, c'est intéressant parce qu'en gros, il n'y a pas d'exception, et c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas d'exception. Parce que quand il y a des exceptions, c'est qu'est-ce que je fais l'exception? Est-ce que je la coach? Est-ce que je laisse le truc remonter et que je fais un recover? Est-ce que j'arrête le programme? Non, en gros, vous avez des erreurs, elle remonte les couches, vous les loguez, et là, vous pouvez décider effectivement d'arrêter le programme ou non. Mais en plus, vous ne vous retrouvez pas avec une stack gigantesque qui vous plombe vos performances.
parce que votre pote développeur, il décide que les exceptions c'est la vie et qu'il faut en utiliser partout et qu'on gère les cas normaux avec des exceptions. En gros, c'est pas possible. Ah, ça, c'est un mot-clé cool, un mot-clé differ. Ça, c'est vraiment trop cool. Donc là, c'est un exemple super simple. Le mot-clé differ, ça permet de lancer du code, une instruction, donc ça peut être une fonction. Là, c'est une fonction, effectivement, c'est une fonction, mais ça pourrait être. C'est forcément une fonction, évidemment, mais ça peut être une fonction là qu'on a déclarée sans. Je me comprends. Ça peut être une fonction qui est pas. Sans nom, une fonction anonyme, voilà, ça va chercher. Ça peut être une fonction anonyme. Et donc là, ici, on a bien écrit Word en premier, mais qui va être exécuté qu'après le differ. Donc, on va d'abord lancer println, et ensuite, quand on sort de la fonction, differ sera appelé, et on va lancer Word, et en résultat, on a Hello World. Et ça, c'est cool pour deux choses. Quand on ouvre un fichier ou une ressource d'une manière générale, on l'ouvre directement dans le differ, on appelle la fonction qui permettra de libérer la ressource. Ça, c'est super. La seconde chose, c'est quand vous faites des middleware HTTP. Quand vous faites un middleware HTTP, les gens savent comment ça marche, vous savez comment ça marche en général, les middleware HTTP, c'est qu'on passe dans une fonction, on fait quelque chose, et ensuite on appelle la fonction du prochain middleware. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire notre traitement, donc ça marche par exemple pour le login, on peut dire ok, j'ai démarré ma requête à telle date, appeler une fonction differ, donc tout de suite après, qui calculera le temps qu'on a passé dans la requête, et ensuite appeler le prochain middleware. Et en fait, la fonction qui sera dans le differ sera appelée seulement une fois qu'on aura fini d'exécuter la requête, qu'on aura renvoyé au client. Et ça, c'est super pratique. Et ça permet de faire plein de traitements. On peut faire aussi avec ça des métriques. On peut faire plein de choses. Plusieurs differs. Je l'ai jamais fait, mais j'imagine que tout est dans l'ordre. On pourrait essayer, mais. On a déjà spécifié qu'on peut enchaîner des differs et ça s'exécute dans l'ordre. Ouais, ça me semble logique. En général, c'est un peu logique quand même. Les interfaces implicites, c'est assez sympa. Enfin, moi j'aime bien en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais moi j'aime bien. Ici on a une interface implicite qui s'appelle Namer. Et cette interface, elle dit que vous avez une fonction name qui renvoie une string. Et du coup, c'est du duck typing. Du coup, toute structure, donc là on a une structure poney. Donc le poney il a un nom, et sur ce poney on attache une fonction qui s'appelle name et qui renvoie une string. Et là, Go il se dit, j'ai une structure qui renvoie name et qui s'appelle name et qui renvoie. Non, j'ai une structure qui a une fonction qui s'appelle name et qui renvoie une string. Et j'ai une interface qui s'appelle namer qui expose, le contrat c'est j'ai une fonction qui s'appelle name et qui renvoie une string. Et bien du coup, le poney satisfait à l'interface namer. Et donc vous n'avez pas besoin de spécifier explicitement vos contrats, enfin vos structures, quelles interfaces elles implémentent. Et ça, c'est assez utile parce que, par exemple, quand vous travaillez avec plusieurs packages, donc là, on n'a pas vu les packages, on ne le verra pas, mais grosso modo, on ne peut pas tout voir. Hein. On ne peut pas voir tous les trucs cool. L'autre, c'est que vos contrats n'ont pas besoin d'être systématiquement définis dans les packages qui. Grosso modo, ça, vous avez pas besoin de faire de décorateur. Voilà, c'est ça. Et c'est bien parce qu'un décorateur, c'est chiant. Ok, mais on va passer à la suite. Voilà, donc le marshalling. Marshalling. Tu sais ce que c'est que le marshalling? Moi, je sais pas. Alors, le marshalling, c'est quand on veut représenter une structure en mémoire, on veut la représenter pour la persister, par exemple. Des données, ou l'inscrire dans un fichier, ou l'imprimer du coup sur STDI, STDA, pardon. Le marshalling, en gros, c'est. C'est de la sérialisation. C'est de la sérialisation, exactement. C'est vrai. Sauf qu'en Ruby, ça peut être du marshalling. Ça fait comme ça en Ruby. Sauf que marshalling, alors en Ruby, c'était avec le fait d'utiliser Marshall, qui est
un algorithme de sérialisation. Et là, Mais ça l'aura plus. Ça l'aura plus. oui, je sais pas pourquoi, mais Mais je suis là, c'est comme ça. Si ça vient de ta gueule là, quoi. Donc, ici si on a une structure Kitty, avec une ID, un nom et un âge, on n'en a pas parlé ça. Donc, vous avez peut-être vu qu'on a des attributs qui commencent par des majuscules et des attributs qui commencent par des minuscules. En gros, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on fait l'encapsulation. C'est quand ça commence par une majuscule, que ce soit une fonction ou un attribut, ce sera public. Et quand on commencera par une minuscule, ce sera un attribut privé. Alors, privé, c'est quand même accessible dans tout le même paquet. Donc, c'est pas vraiment privé, ça ressemblerait plus à peut-être friendly, je dirais. Je sais pas assez bon, c'est plus pour dire à quoi ça ressemblerait. Mais grosso modo, les attributs qui commencent par une minuscule ne sont pas accessibles en dehors du paquet. Donc ici, on a une structure Kitty qui a un nom, un âge et un secret. Donc là, Garfield qui a 5 ans et c'est le baron de la drogue. Donc, personne ne le sait. Et donc du coup, quand on va marshaller ça, il va. Donc vous avez vu, ça prend 2 lignes. Marshaller, c'est JSON, encoding JSON, c'est la librairie standard. C'est une fonction, c'est Marshall et qui prend une référence. On est obligé de prendre une référence qui va se débrouiller pour faire son marshalling. C'est de la réflexion. Ensuite, on l'imprime et on a bien un JSON avec l'ID, le name, l'âge et pas le secret. Parce que le secret, c'est un attribut privé. Donc, c'est le comportement par défaut. Et on peut même aller plus loin, et ça, c'est super cool, avec les annotations. C'est pas des annotations, c'est des tags. En gros, ça s'appelle les tags. On peut faire plusieurs choses. Par exemple, on peut dire omit empty. Ça veut dire que si on ne met pas d'ID, par exemple, là, Garfield, on ne lui a pas spécifié l'ID, ça vaut 0. Et bien, quand on va serialiser, il ne va pas nous l'afficher. On peut changer son nom aussi. Là, on avait une majuscule tout à l'heure. On va le mettre en minuscule, histoire d'être un petit peu compliant avec les standards JSON Object. Enfin, JSON, et on va décider d'ignorer aussi le champ âge. Le champ âge, pareil, on va plus serialiser. Ça, c'est assez cool parce que, quand même, dans un contexte où on fait quand même énormément de REST API, pouvoir faire du encoding de serialisation JSON comme ça aussi facilement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Compilation ultra rapide. Ça compile vite, ce que vous voulez le voir. La preuve est Google. Je vais quand même vous montrer. On peut compiler par exemple un projet qui est pas bidon. Et donc, on va essayer de compiler Consul. Alors, Consul, ça déconne pas quand même. C'est le service discovery, un des services discovery les plus utilisés dans le monde. Il a combien d'étoiles? Il a 9478 étoiles. Gros projet. Et du coup, avec Go, un truc cool, c'est que si je veux Consul, j'ai pas tellement à me poser de questions. Hop, je fais un go get Consul. Je fais ma dépendance. C'est pas comme en Python, où en Python, si vous avez un import de librairie, et ben des fois, ça n'a rien à voir. Le nom du repo, vous savez pas où il est. Des fois, le nom de la lib, il a rien à voir même avec la lib qu'il faut coller. Vous n'en savez rien. Je pense que pour Ruby, c'est un peu pareil, je suis pas sûr. Mais en tout cas, pour Python, ça c'est chiant. En Go, donc ici, on a fait un go get sur Consul. Je sais où il l'a mis. Il l'a mis dans mon GoPass parce que c'est toujours comme ça. Il n'y a pas à se poser la question. github.com, Consul, HICorps, pardon, et Consul. Et on va le builder. Donc c'est quand même un beau projet. Ça prend du temps, c'est fait. Bravo. C'est bien. Un autre. Rien. Donc là, on a dit la compilation elle est ultra rapide et il y a la cross-compilation. Et ça, c'est approuvé par Chuck Norris. La cross-compilation, ça déglingue parce que ça vous permet de distribuer super facilement vos binaires. Parce qu'en gros, on ne fait pas que des REST API, on peut faire aussi des petites CLI par exemple. Il y a plein de petits programmes comme ça qui sont des CLI qui sont faits en Go. Et donc, vous mettez ça sur votre Travis, puis il vous cross-compile le truc pour ARM, pour Linux, pour Windows, pour processeur x60, enfin 64 bits, 32 bits. Il y a plein de plateformes, il y en a, je sais plus, plusieurs dizaines. Avec les combinaisons, ça en fait encore plus quelques-unes. On peut aussi, du coup, si vous avez un Mac, vous ne voulez pas vous embêter avec une CI, vous pouvez aussi dire, tiens, je fais un conteneur Docker, donc forcément du Linux.
mais je vais le faire à partir de mon Mac. Ensuite, vous mettez le pineur dedans, vous couchez ça sur Docker Hub, et puis ça y est, vous avez votre API Elastic qui est prête à être runné. C'est royal. Et ça, franchement, bon, Java c'est le faire évidemment, mais il vous faut la JVM sur votre machine si vous voulez le faire tourner. Pas pour Docker, hein, mais pour tout ce qui est CLI. Par contre, la cross-compilation, quand vous faites la cross-compilation, la compilation est un peu plus lente. Et si vous faites du binding de C, vous dites au revoir à la cross-compilation. C'est comme ça, c'est la vie. Un truc sympa aussi, c'est que vous n'avez qu'un seul type de boucle, c'est la boucle for. Mais elle peut prendre 3 formes. Xavier trouve que c'est pas cool. Avec son petit sourire, ça, c'est une opinion. Et moi, je trouve que c'est aide à la lisibilité. D'avoir une seule boucle, ouais. Elle a beau prendre 3 formes, c'est quand même toujours la même chose. Au final, c'est quand même le même principe. Donc là, on a un tableau d'animaux, donc c'est des strings, on a un chat, un chien et une licorne. Et la première forme, ça ressemble un peu au for each qu'on peut avoir dans plein de langages. On va itérer sur chaque item du tableau et l'imprimer. La seconde forme, c'est la boucle for comme on la connaît en C++. C'est un index qu'on initialise avec la condition de fin et une incrémentation. Et la boucle while, donc ici, c'est comme une boucle while classique, hein, si là vous faites for trompe, vous avez une boucle infinie. For tout court. Ou for tout court en plus, c'est vrai, on peut faire ça. Moi je trouve ça cool, et je trouve que ça aide vachement à la lisibilité du code. Un for explicite. Bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vos libs, vous savez d'où elles viennent, vous savez où aller les chercher, et là, c'est un petit helper parce qu'on peut faire une application, une REST API qui est complète avec Go, mais il y a quand même des petites choses, des fois, qui manquent, donc on trouve des librairies, comme par exemple les verbes HTTP ne sont pas pris en charge par défaut, donc c'est pas grave, il y a une petite lib, c'est une petite surcouche, elle est complètement compliant avec l'API standard de Go, donc ça s'appelle GoYAML, c'est hyper utilisé. Du coup, le fait d'avoir un apport explicite, c'est que d'une part, vous savez où est stocké le code source, donc vous pouvez aller voir le code source en local sur votre machine, sur votre passe, mais aussi vous savez où fetcher la donnée, où aller au niveau de GitHub, vous avez pas besoin de trouver les trucs, vous savez que là, je vais sur GitHub, je vais sur GoRiaMux, et puis j'ai le code source, j'ai les issues, j'ai tout ce que je veux. Si c'était Bitbucket, ça marcherait pareil, si c'était GitLab, ça marcherait pareil aussi. Au niveau des performances, j'ai essayé de ne pas vous montrer de graphique parce qu'on fait un peu tout n'importe quoi, il faudrait faire confiance sur parole. Désolé. Au niveau des performances, on a quand même plutôt une faible consommation de mémoire. Parce que les structures, ça pèse pas grand chose quand même. La F25, c'est pas aussi faible que C, mais c'est pas mal. On utilise tous les cœurs des CPU, si le développeur le veut bien, bien sûr. Mais on a vu, c'est assez facile en fait d'utiliser les Go routines. En fait, le dev il est vachement incité à utiliser la concurrence en Go. Et on a une rapidité d'exécution qui est proche de celle du Java. Il voudrait que ce soit proche du C, en vrai c'est plus proche du Java. Java est super performant. Hein. Franchement, Java est hyper performant. C'est pas parce qu'il prend 2 gigas au démarrage qu'il n'est pas performant. Au moins sur la rapidité d'exécution. En fait, vous avez un peu cet avantage-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'HTTP. Vous avez un truc qui est presque aussi performant que Java, moins performant sur certains trucs, plus sur d'autres. Une consommation mémoire qui est, si elle n'est pas plus faible, mais elle est plus faible, mais si elle n'est pas plus faible, au moins elle ne vous prend pas, elle ne se réserve pas non plus une quantité de mémoire phénoménale. Et ça c'est cool. Surtout qu'en plus vous n'avez pas à initialiser une JVM ou un environnement. Si vous faites une CLI, en Java, il devra lancer la JVM, c'est un peu long. En Go, c'est instantané, c'est un binaire, il y a juste un tout petit runtime pour nettoyer la mémoire. C'est tout. Godoc, ouais. Je vous montre à quoi ça ressemble, la Godoc, c'est cool. Ça c'est hyper secret. Godoc, Bison par exemple. Voilà. Non, on va montrer les types atomiques plutôt. Voilà. Ça, c'est la doc par exemple des types atomiques. Et en fait, cette doc, elle est générée que via des commentaires dans le code. Même les exemples, là il y a des exemples normalement, voilà. Ici. Est-ce que les exemples sont testés ou pas? Justement, c'est ça qui est cool. En fait, les exemples sont écrits dans les fichiers de test, c'est du code, c'est pas de la notation. Ok.
c'est du code Go, et qui renaît au niveau des tests. Donc si votre code n'est pas valide, ça compile, mais les tests ne passent pas. Donc le code est testé. Et ça c'est cool. Donc là, c'est par exemple un exemple de comment on utilise la config, le store, voilà, c'est un type atomique en Go. Godoc, c'est sûr, c'est un atout pour Go. D'une manière générale, je ne sais pas si vous avez vu quand je codais, comme j'avais un live coding de prévu, je voulais vous montrer le tooling, mais on ne va pas le faire. On a un linter, c'est-à-dire que de base, le langage je l'ai fourni avec un linter, et la plupart des éditeurs, donc que ce soit Vim, Max, Visual Studio Code, en général, ils l'utilisent parce que c'est facile à utiliser. Très tôt dans l'implémentation du langage, en fait, en général, quand vous avez la syntaxe du langage Go dans un éditeur, vous avez avec les limiteurs qui fonctionnent, etc. Vous avez le truc de génération de code, génération de code, on ne jamais utilisé. Le testing, par défaut, vous pouvez faire des tests sans avoir besoin de faire appel à une librairie tiers. Vous avez des outils de profiling aussi. Ça, c'est cool. Les cache grind et tout ça, vous pouvez les faire en Go super facilement. Ça, c'est super cool. Ça m'a beaucoup servi pour des problématiques de performance. Je l'ai pas mis, mais depuis pas longtemps, même depuis un petit moment, on a un debugger. Donc je ne me sers pas des debuggers, je préfère utiliser les tests, qui est vachement plus cool. En gros, on a un debugger maintenant. La démo, bah, on ne va pas la faire. Ça, c'était censé être une nana qui se ramassait avec un caddie parce que les démons, c'est ce que c'est. Pour moi, Go, c'est pas un langage déficient. C'est un langage déficient. Et... C'est-à-dire que pour résoudre des problématiques qui sont liées notamment au web, il est super balèze, je connais, à mon avis, c'est un langage de compromis, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas les types génériques, c'est tout pourri, mais d'un autre côté, on a plein de choses sympas, on a les coroutines, etc. On a la compilation ultra rapide, si on implémentait les types génériques, peut-être que la compilation serait plus lente, ce serait moins bien, ou peut-être qu'on ne pourrait pas faire de grosse compilation, enfin je crois pas, mais c'est ce genre de choses. Il y a des choix qui ont été faits, peut-être que ça ne plaît pas à certaines personnes, mais en tout cas, il n'empêche que s'il y a aujourd'hui de plus en plus de projets qui sont faits en Go, s'il y a une si forte traction, c'est que les choix qui sont faits, ils sont pas si mal. Et qu'on arrive quand même à faire de belles choses en Go, super facilement. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de faire la démo. Je vous ai montré comment on fait une API REST juste avec Calypso standard en moins de 50 lignes de code. Et en moins de 5 minutes. 10 lignes de code par mail. Donc, temps, Vous avez envie de faire une démo? Ça dure moins de 5 minutes. Ça durera peut-être 10. Et donc là, en Go, non, pourquoi je fais un dossier. Donc en Go, on démarre en général par. Vous voyez ça là ou pas? Ouais. En Go, c'est pas la convention, c'est que on a un package. Si on veut, en fait, le point d'entrée, il va dans le package. C'est comme ça, c'est la vie. Une fonction, c'est déclaré comme ça. La fonction main, elle est déclarée comme ça. Il n'y a pas de retour de type ou quoi. Et là, vous avez un programme Go valide qui ne fait rien. Il compile vite. Là, on va faire un serveur HTTP. HTTP.listenandserve, ça doit être quelque chose dans ce genre-là. Ouais, c'est ça. Cool. Donc, listen and serve, il prend une adresse, on va prendre un port. Voilà. 4, 5, 6, 7, c'est cool. Et il prend un handler, j'en ai pas besoin. Et là, déjà, on a un programme Go valide qui fait quelque chose. Parce qu'il a un serveur web. J'ai mis quoi? 4, 5, 6, 7. Voilà. Il y a un serveur web qui a pas de page web. On va lui en mettre une. Oh. C'est aussi rapide que l'IS. C'est vrai, mais c'est un peu plus performant. C'est compilé et il y a des types. Et je préfère, enfin, c'est mon avis, je préfère un mauvais système de type, si on considère que c'est un mauvais système de type, je préfère un mauvais système de type que pas de système de type. C'est mon opinion. C'est pas une logique. Ensuite, on va handler une fonction, toujours avec la librairie standard de Go, et c'est là où on va voir que, bon,
vous avez vu, j'ai pas accès, on a beau être dans un méthode fonctionnel, j'ai pas cherché à montrer que Go c'est un langage fonctionnel, et c'était trop bien pour fonctionnel, parce que ce serait faux. Mais quand même, en fait, les fonctions, c'est des first class citizens en gros. Et dans l'ordre, c'est quoi? C'est un response writer, http://response writer, hop, et on prend une request, http://request, pouf, on voit rien, c'est 0. Hop, et là on a un handler http qui va nous répondre fmt.fprintf. Donc là, en fait, on va lui mettre un petit passant. /v1/4 parce que j'adore les petits chats. Donc là, le response writer c'est une interface, donc on lui passe le response writer et on va retourner un tableau vide. Voilà, un tableau vide et non pas un tableau vide. Et là, pouf, qu'est-ce qu'on a? Un tableau vide. Bravo. Merci. Ok, bon. Ce serait bien qu'il retourne un truc un peu cool, quoi. Genre un chat. Un 4. Allez. Un JSON comme tout à l'heure. On va prendre un 4 et on va lui mettre un nom et une race parce que c'est dire race. Parce que vous avez vu que quand même, dans mes onglets Google, c'était pas comment on fait une API REST, c'est comment on fait une marque de chat, quoi. Comment on dit pour une marque de chat. Une marque de chat. Ouais, je pensais que ça allait être branding ou. Et comme je sais plus. Ok. J'ai pas l'habitude de coder comme ça, d'habitude je code à l'anglais. Et là, on va créer. Alors, ouais, je vais vous montrer ça, ça vaut le coup de le montrer. On va créer des chats. On va utiliser l'inférence de type local. Et vous allez voir un truc que certains n'aiment pas, que moi je trouve cool. Donc, un tableau, ça se déclare comme ça. On va faire un cat. Hop, hop. Et name, on va lui mettre un nom, c'est Garfield parce que c'est le nom du chat par défaut. Et on va lui mettre une couleur. Et je vais faire exprès de faire que ça ne compile pas. Garfield, il est roux. Comment on dit roux? Ginger. Red. Ginger. Ouais. On va mettre red. Et là, alors, ça compile pas. Pourquoi? Premièrement, parce que Go, il me dit, mais là, il faut mettre une virgule. T'as pas le choix. Moi, j'ai pas envie de finir par des virgules. Bah tant pis. Et là, c'est pareil, virgule. Et là, il continue à me dire, mais, mec, tu déclares des chats là, et puis tu t'en sers pas. Mais je ne vais pas compiler. Alors, trop l'importance. donc tu peux faire ça. Non, même pas. Non, tu peux faire ça. C'est 4, t'as mis 4, c'est 4. Ah, c'est. Ah oui, pardon. Bien joué. Mais ça aurait été ce que j'ai dit. Il n'y a pas trop de 4 là. Il n'y a pas trop de 4. Ah non, d'accord, c'est un tableau de chat. Voilà, donc là, si on veut que ce code la compile, il faut qu'on fasse le build package. J'ai appris nous il n'y a pas longtemps, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était un build package underscore, parce qu'on veut ignorer cette variable. Mais tu nous dois la À un moment donné, ce serait bien quand même de l'utiliser. D'accord. Donc on va écrire quand même une fonction qui sérialise du JSON, JSON en code, et on va voir qu'on va prendre un response writer. Et on va prendre. Ça pourrait être un maillot pour un writer, Aussi, oui, c'est vrai. Mais comme là, on sait quand même qu'on travaille sur du web, on peut carrément spécifier. Et donc, on va dire une interface, c'est-à-dire qu'on prend tout, quoi. Ça réalise tout. Il n'y a pas besoin d'être spécifique. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'encoder. Alors, var data error égale json.marshall.
et on va prendre notre interface. Et là, il dit non, tu t'en sers pas de data, tu ne sers pas d'erreur. Ok. J'ai dit tout à l'heure, c'était un pattern classique, le data et l'erreur, enfin le retour entier et l'erreur. Quasiment toute l'API Go est faite comme ça. Si ça retourne une erreur, c'est le deuxième paramètre. Et donc, en tant que très bon développeur Go, ce que je vais faire, c'est que s'il y a une erreur, c'est la panique. Voilà. Pas de gestion des erreurs. Et C'est mieux qu'une exception. en vrai, normalement, si vous voyez ça dans du code, vous rejetez le commit. Et le développeur. Et le développeur. Et là, on peut enfin se servir de nos petits chiens. Ok. Dans le programme. Où va venir JSON en code, paf, le writer et les cases. Ouf. Oh. Allez. Oh. Bon ben voilà, c'était un petit peu... C'est pas tout de suite. Oui, c'est pas valide. Parce que j'ai pas mis de header en fait. Il faudrait que je fasse un write header. Non, c'est Ah, alors si, alors ça on peut le régler super vite en mettant le petit tag. en mettant les tags. JSON, N1, on veut que ce soit compliant. Ça serait quand même mieux que ce soit la bibliothèque qui fasse de base, non? Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui utilisent encore le underscore hein, pour la sérialisation de JSON. Les développeurs Ruby. Ah oui, de choisir, bon, j'encode en JSON, quoi. Voilà, c'est correct. Ouais. Donc voilà, on a fait 20 minutes comme prévu. Top chrono. Non mais je suis content parce que j'ai toujours pas reçu de tomates. Voilà, j'attends vos questions. J'ai une toute petite question. Quand tu as utilisé le défaire tout à l'heure, en fait, c'est dans le même thread d'exécution que en fait, le code est exécuté ou ça lance une go? Non, ça lance pas une routine. Par rapport à ce que tu disais, c'est les inconvénients. Bah, on retourne à l'IFP, du coup, la mémoire, on s'en fout ici, mais j'allais dire, le garbage collector, en fait, n'est pas vraiment utilisé pour ceux qui font vraiment du système. Tu peux l'éviter, et surtout, tu as une librairie qui s'appelle Unsafe. Oui, oui, elle sait, ouais. C'est pas utilisé normalement, mais quand tu es système programmeur, pareil, tu t'en fous, du coup, Ouais, Unsafe, en fait, en général, les gens, quand ils sont. Enfin, les seules fois que je l'ai vu utiliser, c'est quand on fait des binding C, justement. Mais j'ai jamais vu un gars se dire. Enfin, j'ai jamais vu un programme en Go. Alors, peut-être que dans les trucs de base de données, c'est différent, peut-être qu'ils l'utilisent. Mais j'ai jamais vu un programme Go normal, classique, dire ouais, là, je fais du Go, je fais pas de binding C, mais je vais gérer la mémoire moi-même, parce que je suis badass. si ça arrive, en fait, pareil, quand tu as trop d'objets, tu veux pas que ce soit Go qui te gère, mais OS directement. Ponctuel. Manuellement, ta mémoire que tu prends en C. D'accord. Safe. Et ensuite, enfin, c'est à toi de la gérer derrière. Si tu la libères pas, bah, c'est chez moi. Ah oui, c'est bon à savoir, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait des gens qui l'utilisaient, je pensais vraiment que c'était une pas de Le practice. garbage collector, il faut savoir que c'est le cas par défaut pour tout le monde et quand tu ne peux pas, bah, sur d'autres chemins. Mais après, la plupart du temps, voilà, ce qu'il y a aussi, c'est que le garbage collector, même s'il est rudimentaire pour les gens qui connaissent la théorie des langages de programmation, ils trouvent que le garbage collector est rudimentaire, mais en réalité, il est quand même assez efficace au final. En plus, il est normalisé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas passer plus que quelques millisecondes, je crois que c'est 10 millisecondes toutes les X secondes, donc il a été normalisé. Il ne va pas faire genre un stop the world pendant une seconde, non, il ne fait pas, c'est au maximum quelques millisecondes. Donc, c'est pour ça que, aussi, c'est dommage de s'en priver s'il est efficace. Oui. J'avais une autre question, si tu peux remontrer le code de la go-routine que tu nous as montré, avec ta petite syntaxe que tu trouvais sympa sur Don, il me semble. Ouais, la coroutine de Ah, Word. voilà, exactement. En fait, c'est ton receive block, un peu comme en Elixir, en fait. Tu vas pas. Enfin, c'est les messages que tu attends là, ou c'est juste clairement une condition de. Là, il va attendre sortie. Là, clairement, il va Il attend ce message-là, donc tu peux, comme dans un process Elixir, avoir une sorte de pattern matching en fait sur les messages que tu attends qu'on passe. Oui, oui, tu peux. C'est Ouais, il y a ça, une mécanique. c'est un peu ça.
Ok. C'est parce que ouais, je suis pas l'excellent sur la concurrence. C'est vraiment Non, non, mais un des gros atouts. En fait, le truc, c'est que si on voulait parler de la concurrence en Go, ça nécessiterait un talk dédié, clairement. ok. C'est juste une question de syntaxe. Ouais, le select, c'est cool, c'est un truc cool. D'autres questions? Alors, bon, bah, merci à vous. Question, Guillaume. Toi qui as fait pas mal de langage sur ta Go, pourquoi tu continues à aimer? Ouais, alors, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup, je suis quelqu'un, je m'intéresse à énormément de langages, mais je m'intéresse pas à comment ils fonctionnent. En réalité, ce qui m'importe, c'est ce qu'on peut faire avec sur quoi ils sont bons. Et comme ce que j'aime beaucoup, bah, moi j'aime bien interagir en fait avec des systèmes, mais dans le monde réel, genre à la maison, j'adore piloter mes volets et tout. Alors, en ce moment, je vais rester en Rust parce que Rust c'est cool. Et pourquoi je continue à faire du Go? Et bah, c'est que c'est selon moi le seul langage qui t'offre cette combinaison de performance, de portabilité entre les différents OS, de simplicité et aussi de disponibilité, enfin de communauté suffisamment grande. Voilà. Il y a quasiment tous les langages en fait sont plus forts que Go sur des points que Go traite. Par exemple, le système de type, bah, franchement, les langages comme le Camel, oui, Go il est à la ramasse, clairement. Bah, c'est vrai, Même le système de type de Java, mais il n'y a pas besoin de le dire. Maintenant, voilà, je te propose de faire en autant de temps au Camel, avec une équipe restreinte qui ne connaît pas au Camel, de faire une REST API, avec une équipe qui ne connaît pas au Camel. il va te faire un coq. Franchement, je suis pas sûr que tu prends un développeur qui a jamais utilisé du Go, mais qui est curieux, il va être productif en 3 semaines. En vrai, franchement. Oui. Et donc, par rapport à ça, comment t'expliques concrètement ce qui était ton introduction de dire que Go a aussi mauvaise presse globalement? Et bien parce qu'ils ont fait des gros compromis quand même. Franchement, ils ont. Enfin, des gars qui font du C++ par exemple, qui ont l'habitude de l'attirail gigantesque qu'offre C++ avec enfin, c'est avec Generis, hein, c'est des templates. Bon, tout le monde, en plus, c'est largement critiqué, hein, les gens disent que c'est de la merde, mais grosso modo, les développeurs C++, quand on t'offre toute une panoplie de mécanique, de structure de langage que tu es habitué à utiliser, c'est vrai que te retrouver à faire du Go avec un minimum d'instructions, tu as un peu l'impression, en fait, il y a des gens qui aiment peut-être pas, et moi j'ai un peu l'impression d'utiliser un langage assez marrant parce qu'il y a un langage vintage, en fait, minimaliste, je me dis, il n'y a pas grand-chose dans le langage, mais regarde tout ce qu'on peut faire. Ce côté-là, je l'aime bien en Go. Maintenant, au-delà de ça, je ne pourrais pas me contenter du Go tout le temps. Je trouve que c'est peut-être c'est un langage, je pense, qui est intéressant à voir comme second langage en fait. Dès qu'on ne sait pas faire un truc, bah, dans un langage précis ou que le langage qu'on veut utiliser, bah, il ne s'y prête pas, bah, il y a de fortes chances qu'en Go on puisse le faire en fait. Avec des bonnes performances, avec une bonne portabilité. Voilà. Si on a un souci de performance, par exemple, un développeur Ruby, par exemple, qui voudrait, qui a un problème de performance sur une API en particulier, bah, il peut attaquer du Go pour faire ce endpoint précis sans crainte en fait, sans se dire je dois apprendre un écosystème, ça va me prendre des mois et tout. Non, en 2 semaines il peut le faire. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui aiment pas que ce soit simple en fait. Simple parce qu'il est simple, mais peut-être des fois simpliste aussi. D'abord, merci beaucoup pour la présentation, que j'ai trouvé vraiment très chouette. Je trouve que tu le présentes très très bien. Et ça m'a vraiment donné envie de me donner à fond dans Go. Moi, il y a un truc, une partie, genre la partie sur les interfaces. Comme on a dit, Go était typé structurellement. Est-ce qu'au final, le fait de devoir créer cette interface, eh ben, c'est pas un petit peu dommage alors qu'au final, le compilateur connaît les types de structures, connaît l'intégralité des types de structures au moment où il produit son bytecode, enfin son code assembleur. Et est-ce qu'en fait, c'est pas juste une perte de temps de devoir nommer une interface alors qu'on peut juste considérer que si par exemple dans une méthode, enfin, dans une fonction, j'utilise un truc que j'appelle par exemple la méthode, il y a une notion de méthode au niveau des fonctions qui sont liées à des trucs. Si maintenant je dis voilà, je voudrais qu'on prenne O.chèvre, eh ben, la condition d'existence serait d'avoir une fonction qui s'appelle chèvre
je réfléchis. De devoir explicitement. C'est parce que j'ai jamais travaillé avec des langages qui étaient vraiment du duct taping, comme je pense que quand tu as ça. Je pense que tu penses à Ruby quand tu dis ça ou au Camel. Non, je pense au Camel. Ouais. C'est des langages que j'ai pas utilisés. Maintenant, alors peut-être que. Ou à Rust, hein. À Rust, alors qu'en Rust, t'avais Rust est très implémenté, tu utilises explicitement. Là, il y a une implémentation, tu vois. Dans l'interface, tu n'as jamais d'implémentation, tu vois. Et si jamais tu décides d'accéder à un membre d'une structure, tu vois, eh ben, l'inférence à la inlay miner va être capable de dire qu'elle est une candidate valide ou pas au niveau de la compilation. Tu vois. Je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, peut-être que c'est des problématiques, tu vois, liées au fait qu'il y a un compilateur qui n'a pas grand chose à faire au final et qui demande. Maintenant, sur le côté, est-ce que c'est dommage d'un point de vue utilisateur du langage, est-ce que c'est dommage qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas? Pour le coup, je pense que ta question elle est très spécifique à quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser OCaml et d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de ces patterns-là. Moi, je me suis même pas posé la question, par exemple. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de boire. Merci beaucoup.